Le roi Philippe II ouvrit lui-même les portes de la chambre de son fils. Il n'était pas venu en pair, mais en général menant une invasion, vêtu de la tête aux pieds d'une armure de combat. Le prince Don Carlos, héritier de l'empire le plus puissant de la planète, fut tiré de son sommeil en voyant sa chambre remplie de gardes armés, et son propre père debout à leur tête. Le visage du roi était un masque de devoir glacial, son regard indéchiffrable derrière sa visière d'acier. Dans cet instant glaçant et poignant, le prince comprit qu'il ne s'agissait pas d'un sermon. Ce n'était pas une punition. C'était une arrestation. L'homme qui lui avait donné la vie était venu lui ravir sa liberté, et le devoir d'un roi était sur le point d'anéantir l'amour d'un père. Ce moment de trahison familiale allait résonner dans les cours d'Europe. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre comment un roi a pu devenir le geôlier de son fils unique et héritier, il faut remonter aux origines, à une naissance royale perçue à la fois comme un miracle divin et une terrible malédiction cachée. Avant même d'avoir pu respirer, Don Carlos était déjà prisonnier de son propre sang. Nous étions en 1545, et au palais royal espagnol, les courtisans chuchotaient avec enthousiasme au sujet du futur héritier. Mais derrière les portes closes, les médecins royaux échangèrent des regards inquiets. Ils comprenaient quelque chose que les nobles célébrants ignoraient. Cet enfant était le produit d'une lignée si étroitement liée, si obsessivement pure, qu'elle était devenue un poison. Voici ce que signifiait « pur » pour les Habsbourg. Carlos avait 6 arrière-arrière-grands-parents, 6 seulement. Une personne normale en a 16. Réfléchissez un instant. 10 de ses ancêtres avaient été effacés au fil des générations, d'oncles épousant leurs nièces, de cousins germains épousant leurs cousins germains, tout cela au nom de la préservation du sang de la couronne. L'arbre généalogique ne se ramifiait pas, il s'auto-étranglait. Les scribes de la cour ont enregistré sa naissance avec des plumes fleuries et de l'encre dorée, mais ils n'ont pas pu enregistrer les dommages invisibles codés dans ses cellules mêmes. Lorsque Carlos sortit enfin du monde le 8 juillet 1545, les sages-femmes remarquèrent que sa tête semblait étrangement formée et que ses cris étaient plus faibles qu'ils n'auraient dû l'être. Mais il était vivant, et c'était un homme, et cela suffisait à la fête. Sa mère, Maria Manuela de Portugal, ne l'a tenu qu'une seule fois. Elle avait à peine 17 ans, épuisée par un accouchement brutal qui avait déchiré son corps de l'intérieur. La fièvre s'est installée en quelques heures. Tandis que la cour célébrait la naissance d'un héritier, la peau de Maria brûlait comme du parchemin. Elle murmurait des prières en portugais, la langue de son pays natal, tandis que ses dames d'honneur pressaient des linges froids sur son front. 4 jours, c'est tout ce qu'il lui restait. 4 jours pour être mère avant que l'infection ne l'emporte. Les mêmes cloches qui avaient sonné pour la naissance de Carlos sonnaient maintenant pour les funérailles de Maria. Le jeune prince, emmailloté de soie et ignorant sa perte, avait coûté la vie à sa mère avant même de pouvoir concentrer suffisamment ses yeux pour voir son visage. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sombres. Maria n'était pas seulement la mère de Carlos, elle était aussi sa cousine germaine. Leur père était frère. Leur mère était sœur. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était une chambre d'écho génétique. Le même sang qui avait tué Maria coulait maintenant dans les veines de Carlos, emportant avec lui des générations de dommages accumulés. Le roi Philippe, âgé d'accent grave peine 20 ans, assistait aux funérailles de sa femme, tenant son fils en bas âge dans ses bras. Les courtisans virent un veuf en deuil aux côtés de son héritier. Mais Philippe vit autre chose à cet instant, le prix de la pureté. Son fils avait survécu, certes, mais à quel prix? Et plus terrifiant encore, quels coûts invisibles restaient à payer? Les nourrices rapportèrent des faits inquiétants. Le bébé tétait irrégulièrement. Son sommeil était chaotique. Il hurlait pendant des heures sans raison, puis sombrait dans un silence mortel qui terrifiait les domestiques. Une infirmière a juré l'avoir vu arrêter complètement de respirer pendant près d'1 minute avant de reprendre vie comme un homme qui se noie et qui remonte à la surface. Mais les troubles infantiles étaient fréquents dans les crèches royales. Les médecins de la cour assurèrent à Philippe que le garçon grandirait en force. Après tout, il portait le sang des empereurs, des conquistadors qui avaient conquis la moitié du monde pour l'Espagne.
Cet héritage se traduirait assurément par sa grandeur. Ils n'avaient aucune idée de leur erreur. Le sang des empereurs était précisément le problème. Chaque génération de mariages mixtes avait été comme ajouter un autre maillon à une chaîne invisible, et Carlos les portait tous. La mâchoire des Habsbourg, cette fameuse déformation, n'était que le signe visible d'une blessure plus profonde. Ce qui se cachait en dessous était bien pire. La malédiction n'était pas mystique. Elle était mathématique. La roulette génétique jouait avec des probabilités de plus en plus terribles, et Carlos avait perdu avant même d'avoir eu l'occasion de jouer. Chaque cellule de son corps portait les erreurs accumulées par l'orgueil de ses ancêtres, leur obsession de conserver le pouvoir au sein de la famille à tout prix. Il avait survécu à sa naissance, un prince orphelin né dans une cage génétique. Mais la malédiction de son sang n'était pas qu'un numéro dans un arbre généalogique. Bientôt, elle deviendrait visible aux yeux du monde entier, gravée dans ses os. L'armurier royal transpirait. Le plastron forgé dans le meilleur acier milanais ne lui allait tout simplement pas. Il avait mesuré le prince des Asturies à 3 reprises, chaque mesure étant plus déroutante que la précédente. Le côté gauche du torse du prince était courbé vers l'intérieur, là où il aurait dû s'élargir. L'épaule droite était plus haute que la gauche de près de 5 cm. Aucun martelage ni remodelage n'aurait pu rendre une armure standard compatible avec ce corps de 13 en défiant toute symétrie. Carlos se tenait là, les bras tendus, tandis que l'armurier se débattait. La respiration du prince était brève et saccadée, non pas à cause de l'effort, mais parce que sa poitrine creuse ne pouvait se dilater complètement. Chaque respiration était une bataille que sa cage thoracique mal formée livrait à ses poumons. La cour fit semblant de ne rien remarquer, mais Carlos entendit leurs murmures résonner sur les murs de pierre. L'épreuve physique de sa lignée maudite devenait impossible à dissimuler. Son crâne avait grandi de manière asymétrique, bombé d'un côté comme un melon laissé trop longtemps au soleil. Les portraits de palais exigeaient des angles de plus en plus créatifs pour le dissimuler. Sa jambe gauche avait cessé de grandir au même rythme que sa droite, le forçant à marcher d'une démarche étrange et chancelante qui claquait et raclait le sol en marbre. Mais voici le problème du droit divin, il suppose une perfection divine. Dans l'Espagne du XVIe siècle, le corps du roi était considéré comme le reflet de la faveur divine. Un héritier fort et équilibré témoignait de la bénédiction divine pour la lignée royale. Mais que disait la forme déformée de Carlos sur les Habsbourg? Que disait-elle de l'Espagne elle-même? Les médecins de la cour élaborèrent des explications élaborées. Les humeurs du prince étaient déséquilibrées. Ses astres étaient mal alignés à la naissance. Tout sauf la vérité, des générations de consanguinité chez les Habsbourg avaient finalement produit leurs résultats inévitables. Ils lui ont prescrit des traitements qui ressemblent aujourd'hui à de la torture, des saignées pour équilibrer ses humeurs, des bains de mercure pour redresser sa colonne vertébrale, des bottes de fer spécialement conçues pour forcer sa jambe la plus courte à s'étirer. Carlos endurait tout cela avec une fureur qui faisait fuir ses serviteurs. Chaque soir, lorsqu'on retirait ses bottes de métal, on entendait ses cris résonner dans les couloirs du palais non seulement de douleur, mais de rage face à la trahison de son propre corps. Il était censé être parfait. Il était censé être roi. Les tuteurs royaux rapportèrent des signes encore plus inquiétants. L'attention du prince errait constamment. Il se fixait sur des détails étranges, les fissures du plafond, le bruit de sa propre respiration, tout en ignorant des leçons essentielles de politique. Son discours était saccadé, parfois inexistant. Certains jours, il parlait avec l'éloquence que l'on attend d'un membre de la famille royale. D'autres fois, il parvenait à peine à former des phrases cohérentes, sa langue semblant s'en mêler. Et puis il y avait les maux de tête, des maux de tête accablants, terribles, qui le clouaient dans ses appartements pendant des jours. Les domestiques l'entendaient frapper son crâne déformé contre les murs de pierre, essayant de chasser la douleur par encore plus de douleur. Lorsqu'il émergeait, ses yeux étaient injectés de sang, flous, comme s'il voyait à travers notre monde vers un autre endroit terrible. Les demandes en mariage commencèrent à arriver lorsque Carlos eut 14 ans. Les familles royales de toute l'Europe envoyèrent des portraits de leurs filles, chacune cherchant à s'allier au vaste empire espagnol. Mais Philippe temporisa, esquiva,
trouva des excuses. Comment pouvait-il envoyer des descriptions honnêtes de son fils à des épouses potentielles? Comment expliquer que l'héritier du trône ne pouvait pas se tenir droit, ne pouvait pas respirer correctement, et ne pouvait même pas porter l'armure d'un véritable prince espagnol? Les ambassadeurs étrangers qui rencontrèrent Carlos envoyèrent des messages codés à leur cour. Le prince montrait des signes de faiblesse, écrivirent-ils avec soin. Sa constitution paraît fragile. Ils n'osèrent pas écrire la vérité, à savoir que l'héritier du trône d'Espagne ressemblait à un objet brisé et mal assemblé, telle une poupée de porcelaine brisée puis recollée par un artisan aveugle. Les serviteurs avaient leur propre théorie, murmuraient. Certains disaient que le fantôme de sa mère hantait ses os tordus, punition pour l'union contre nature qu'il avait créée. D'autres affirmaient que l'on pouvait lire les péchés de ses ancêtres inscrits dans sa chair, chaque difformité témoignant de l'orgueil d'une génération. Mais les difformités extérieures n'étaient rien comparées à l'obscurité qui s'installait à l'intérieur. Une cruauté monstrueuse grandissait chez le jeune prince, et elle était sur le point de se révéler de la manière la plus grotesque qui soit. Le cordonnier royal présenta les bottes en tremblant. Il avait commis une erreur et ignorait que sa punition serait de les découper et de les manger. Tout commença par un simple essayage dans les appartements de Carlos. L'artisan avait travaillé des semaines sur ses bottes, spécialement conçues pour la jambe courte du prince. Mais lorsque Carlos les essaya, la botte gauche le pinça légèrement, juste assez pour le mettre dans une colère noire qui transforma l'élégante chambre en un théâtre d'humiliation. « Mange-les », ordonna Carlos d'une voix étrangement calme. Le cordonnier rit nerveusement, certain d'avoir mal entendu. Mais les yeux du prince, injectés de sang et perdus dans le vide, étaient dénués d'humour. « Coupez-les en morceaux et mangez-les. Maintenant. » La cour, dans un silence horrifié, observa le cordonnier, le visage ruisselant de larmes, s'attaquer au cuir avec son propre couteau. Le bruit de la découpe emplit la pièce, lente et précise, à travers le matériau qu'il avait mis des semaines à perfectionner. Puis vint le pire, la mastication, le craquement rythmique et forcé d'un homme mangeant son gagne-pain sous le regard satisfait d'un prince de 17 ans. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Ce n'était pas un incident isolé. C'était une tendance. Les cuisines du palais racontaient des histoires à faire blêmir les soldats aguerris. Carlos avait développé une fascination pour la mort des animaux. Pas la chasse, qui était noble, ni même le dépeçage, qui était nécessaire. Il voulait voir la souffrance. Il ordonnait d'apporter des lapins vivants dans ses appartements, puis les faisait rôtir vivants au-dessus de sa cheminée, chronométrant la durée de leurs cris. Les serviteurs chargés du nettoyage de ces appartements trouvaient les restes calcinés disposés selon des motifs précis, comme une œuvre d'art grotesque. Un jeune page fit l'erreur de rire de la boiterie du prince. Carlos l'entendit. Il entendait toujours les moqueries, réelles ou imaginaires. Cette nuit-là, le garçon se réveilla et trouva le prince debout au-dessus de son lit, un tisonnier tiré de la cheminée, luisant d'une lueur orange dans l'obscurité. La seule chose qui le sauva fut la trahison du corps déformé de Carlos. Il brandit le tisonnier, mais perdit l'équilibre, laissant au page le temps de s'enfuir en hurlant dans le couloir. La violence devenait de plus en plus difficile à contenir. Lors d'une réunion avec des dignitaires portugais, Carlos saisit soudain un couteau sur la table et le porta à la gorge d'un ambassadeur, exigeant qu'il reconnaisse que le Portugal était inférieur à l'Espagne. L'expérience diplomatique de l'homme s'effondra lorsqu'il sentit la lame se frotter contre sa peau et vit l'excitation folle dans les yeux du prince. Le roi Philippe dut intervenir personnellement, persuadant gentiment son fils de baisser son arme comme on amadourait un chien enragé. Mais ce qui terrifiait le plus la cour n'était pas la violence elle-même, mais l'intelligence qui la sous-tendait. Carlos n'était pas simplement fou. Il était rusé dans sa cruauté. Il savait précisément qui il pouvait tourmenter sans conséquence. Il ciblait les domestiques, les artisans, quiconque n'avait pas le pouvoir politique de résister. En présence de nobles de haut rang, il pouvait jouer le rôle d'un prince perturbé mais docile. Dès leur départ, le masque tombait. Les médecins de la cour proposèrent leurs explications. Les humeurs déséquilibrées du prince provoquaient une colère excessive. Son crâne déformé exerçait une pression sur son cerveau,
provoquant de violentes pulsions. Mais en secret, même se demandait si quelque chose de plus sombre était à l'œuvre. Cette folie provenait-elle de son état physique? Ou s'agissait-il d'autre chose, d'un mal fondamental qui aurait existé même dans un corps parfait? Son père, Philippe, tenta tout. Des prêtres furent convoqués pour prier pour Carlos. Les plus grands esprits d'Europe furent consultés. Des routines élaborées furent mises en place pour gérer les pires pulsions du prince, mais rien ne fonctionna. Au contraire, les tentatives pour le contrôler ne firent qu'accroître sa cruauté. Les domestiques mirent au point un système d'alerte élaboré. Lorsque les pas de Carlos résonnèrent dans les couloirs, avec cette démarche chancelante si caractéristique, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les femmes de chambre abandonnaient leurs tâches. Les commis de cuisine se cachaient dans les offices. Même les gardes trouvaient ailleurs une affaire urgente. L'héritier du trône était devenu un monstre que tout le monde fuyait. Un prince aussi instable représentait une menace, mais il pouvait être géré, contenu. C'est-à-dire jusqu'à ce que son propre père lui porte un coup psychologique si personnel, si profondément humiliant, qu'il allait transformer la rage de Carlos en un véritable enfer. Tous les hommes de la cour espagnole regardaient la nouvelle reine, Élisabeth de Valois, avec admiration. Mais le prince Carlos la regardait avec un autre regard, le ressentiment brûlant d'un homme qui regarde ce qu'on lui a volé. Cette trahison avait été un chef-d'œuvre de manœuvre politique. À l'origine, Élisabeth avait été promise à Charles dans le cadre d'un traité de paix entre l'Espagne et la France. Pendant des mois, le jeune prince avait scruté son portrait, mémorisant chaque détail de la belle princesse française qui allait devenir son épouse. Pour la première fois de sa vie mouvementée, quelque chose de pur lui était offert, quelque chose qui lui appartiendrait en propre. Mais Philippe avait d'autres projets. Le roi était récemment devenu veuf, et l'Espagne avait plus besoin d'une reine que d'une future princesse. Dans un renversement de situation qui choqua les cours européennes, Philippe épousa Élisabeth lui-même. Le père prit ce qui avait été promis à son fils, et il le fit avec la froideur d'un maître d'échecs réclamant une reine. Le jour du mariage fut une torture raffinée. Carlos fut tenu d'y assister, de se tenir là, vêtu de ses vêtements spécialement confectionnés pour cacher ses difformités, et de regarder son père épouser sa future épouse. Élisabeth était radieuse, jeune, gracieuse, tout ce que Carlos ne pourrait jamais être. Lorsqu'elle prononça ses vœux à Philippe, Carlos les perçut comme un vol. Chaque mot qu'elle avait adressé à son père lui était destiné. Et voici le plus cruel. Élisabeth était gentille avec lui. Elle traitait Carlos avec une chaleur sincère, peut-être par pitié, peut-être par culpabilité. Elle l'appelait « cher cousin » et l'incluait dans les activités de la cour. Mais sa gentillesse était comme de l'acide sur une plaie ouverte. Chaque sourire qu'elle lui adressait lui rappelait ce qu'il avait perdu. Chaque instant de douceur mettait en lumière ce qu'il n'aurait jamais. La cour assistait quotidiennement à cette torture psychologique. Lors des dîners d'État, Carlos s'asseyait à la table d'honneur, contraint d'observer son père et Élisabeth ensemble, la main de Philippe posée avec possessivité sur la sienne, leur conversation à voix basse en français, une langue que Carlos maîtrisait difficilement en raison de ses difficultés d'élocution, leur regard qui évoquait le lit conjugal, celui qui aurait dû être le sien. L'obsession de Carlos grandissait comme un cancer. Il se postait là où il pouvait observer les activités quotidiennes d'Élisabeth. Lorsqu'elle se promenait dans les jardins, il la suivait à distance, sa démarche irrégulière rendant toute discrétion impossible. Le bruit de son pied traînant sur le gravier devint une plaisanterie parmi les courtisans. On devinait toujours quand le prince traquait la reine. Il commença à lui laisser des présents, pas des présents de cour habituels, mais des offrandes étranges et troublantes. Des oiseaux morts disposés en motif devant ses appartements, des mèches de ses propres cheveux tressés en motifs complexes. Un jour, avec effroi, il laissa un portrait d'elle qu'il avait méticuleusement défiguré, effaçant la silhouette de son père partout où elle apparaissait et se dessinant grossièrement à la place de Philippe. Élisabeth, à son honneur, s'en sortit avec grâce. Elle ne se plaignit jamais publiquement, ne réserva jamais à Carlos la réaction qu'il attendait.
Mais ces dames d'honneur rapportèrent qu'elle avait commencé à fermer ses appartements à clé la nuit, qu'elle vérifiait par-dessus son épaule lorsqu'elle se promenait seule. La princesse française, arrivée si confiante, se déplaçait désormais dans le palais comme une proie. Le point de rupture survint lors d'un bal masqué à la cour. Carlos, enhardi par le vin et l'anonymat de son masque, s'approcha d'Élisabeth lors d'une danse. Les musiciens de la cour jouèrent tandis qu'il lui murmurait quelque chose à l'oreille, quelque chose qui la fit pâlir sous son propre masque. Elle s'excusa aussitôt, et le regard de Philippe suivit son fils d'un air à glacer le sang. Personne ne sait exactement ce que Carlos a dit cette nuit-là, mais à partir de ce moment, Élisabeth n'a plus jamais été seule avec lui. Des gardes étaient discrètement postés chaque fois que le prince risquait de croiser la reine. Leurs interactions se limitaient aux cérémonies publiques, où des dizaines d'yeux pouvaient surveiller chaque mot, chaque geste. L'humiliation de Carlos se transforma en quelque chose de plus sombre qu'un simple ressentiment. Il commença à raconter à qui voulait l'entendre que son père lui avait volé sa vie, son avenir, sa raison d'être. Ses divagations devinrent plus violentes, plus précises. Il parlait de vengeance, de justice, de reconquête de ce qui lui appartenait de droit. Son esprit, déjà en proie au ressentiment et à la paranoïa, était désormais prêt à exploser. Il suffirait d'un léger choc physique pour le déclencher, et il se présenta sous la forme d'un simple escalier. En 1562, Don Carlos poursuivit une servante dans un escalier de pierre. Il ne la rattrapa jamais. Au contraire, son corps imparfait le trahit et il tomba. Le crime de la jeune fille était simple. Elle l'avait aperçu sans ses chaussures spécialement conçues, avait vu son pied tordu dans toute sa difformité. Son halètement involontaire de surprise avait déclenché sa rage. Elle s'était enfuie dans l'étroit escalier de service, tandis que Carlos la poursuivait, sa démarche inégale transformant l'intention meurtrière en maladresse fatale. Sa jambe la plus forte compensait largement la faiblesse de sa jambe la plus faible, et son crâne déformé le déséquilibrait. Des témoins ont raconté qu'il sembla rester suspendu un instant, les bras battant frénétiquement avant que la gravité ne l'emporte. Le bruit de sa tête heurtant la pierre résonna dans le palais comme une cloche sonnant le glas. Puis le silence. Pendant 3 jours, Carlos resta inconscient. Son crâne était fracturé. L'os, déjà déformé, craquait comme un œuf. Du liquide s'écoulait de ses oreilles. Sa respiration était saccadée, comme un râle qui ressemblait à une mort imminente. Philippe convoqua tous les médecins d'Espagne, promettant des fortunes à quiconque sauverait son héritier. Les médecins tentèrent tous les moyens de leur science médiévale. Ils le saignèrent jusqu'à ce que ses draps soient cramoisis. Ils lui appliquèrent des morceaux de carabe et du mercure. Ils prièrent sur lui en latin, en grec et en hébreu. Rien n'y fit. La fièvre du prince grimpa jusqu'à ce que sa peau soit comme du parchemin sur le point de s'enflammer. Puis le docteur Pintet arriva avec sa solution radicale, la trépanation. Percer le crâne pour libérer les humeurs maléfiques emprisonnées. C'était une procédure qui tuait plus souvent qu'elle ne guérissait, mais Carlos était mourant de toute façon. Philippe, désespéré, donna son consentement. L'opération eut lieu à minuit. Les médecins pensaient que la position de la lune favoriserait la guérison. Ils évacuèrent la chambre de Carlos de tous, à l'exception de l'équipe médicale et de 2 hommes robustes chargés de maintenir le prince immobile s'il se réveillait pendant l'intervention. Le bruit de la perceuse s'enfonçant dans l'os résonna à travers les murs du palais. Les domestiques jurèrent plus tard l'avoir entendu dans leurs cauchemars pendant des années, ce grincement et ce raclement dans le crâne. Voici le moment le plus terrifiant. Carlos s'est réveillé. À mi-chemin de l'intervention, ses yeux se sont ouverts brusquement. Les médecins ont noté plus tard qu'il n'avait pas crié. Il fixait simplement le plafond, pleinement conscient, tandis qu'il lui forait la tête, ses lèvres remuant comme une prière ou une malédiction. Les hommes robustes durent lui immobiliser les bras tandis que son corps se convulsait, luttant contre les liens, tandis que le chirurgien poursuivait son terrible travail. Lorsque le crâne finit par céder, la pression se libéra, un bruit humide de succion s'échappant du sang et du liquide emprisonné. Le chirurgien inséra un tube d'argent pour maintenir l'orifice ouvert et permettre au poison de s'écouler.
pendant 2 semaines, Carlos resta allongé là, la tête vide, oscillant entre conscience et délire. Dans ses rêves fiévreux, il s'extasiait sur Élisabeth, sur son père, sur des complots peut-être réels ou imaginaires. Il parlait à des gens qui n'étaient pas là, discutait avec sa mère décédée dans un portugais qu'il n'avait jamais appris. Les médecins prirent des notes, essayant de distinguer les paroles enflammées des confessions. Puis, miraculeusement, la fièvre tomba. La vue de Carlos s'éclaircit. Il reconnut les visages, parla avec cohérence et réussit même à manger des aliments solides. La cour se réjouit. L'héritier était sauvé. Dieu avait fait miséricorde au trône d'Espagne. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Le Carlos qui s'était réveillé après cette opération n'était plus le même que celui qui était tombé. Le traumatisme physique avait réorganisé quelque chose dans son cerveau déjà endommagé. Là où auparavant régnait une cruauté tempérée par la ruse, il ne restait plus que de la folie brute, sans filtre. Il devint convaincu que tout le monde complotait contre lui. Il testait sa nourriture pour déceler toute trace de poison, obligeant ses serviteurs à tout goûter avant. Il dormait avec des armes sous son oreiller. Il commença à tenir des listes, les noms des personnes qu'il considérait comme ses ennemis, avec des plans détaillés pour leur châtiment une fois devenu roi. Le plus terrifiant, c'est qu'il commença à parler ouvertement de son père, non pas avec le ressentiment qu'il nourrissait auparavant envers Élisabeth, mais avec une approche plus froide et plus calculée. Il posait des questions hypothétiques aux ambassadeurs étrangers. Que se passerait-il si un prince devait destituer un roi indigne? Comment les autres nations avaient-elles géré la succession lorsque le monarque actuel avait perdu la faveur divine? Ce qui surgit de ce lit de malade n'était plus seulement un garçon cruel ou un amant éconduit. C'était une créature paranoïaque et déchaînée qui parlait désormais ouvertement de tuer son propre père. Et le roi Philippe l'écoutait. Le roi Philippe était assis dans son bureau caverneux et sombre, une lettre à la main. C'était le rapport d'un espion, et cela confirmait sa plus grande crainte. Son fils, l'héritier du trône, préparait une trahison. La lettre détaillait la récente rencontre de Carlos avec Don Juan d'Autriche, le demi-frère de Philippe. Le prince avait proposé de fuir aux Pays-Bas, où la domination espagnole était déjà menacée par une révolte. Il se présenterait comme une alternative à son père, un libérateur qui accorderait les libertés que Philippe lui refusait. Les ennemis de l'Empire espagnol se rallieraient à lui. La guerre civile s'ensuivrait. Philippe déposa la lettre d'une main tremblante. Autour de lui, les murs étaient tapissés de cartes de son vaste empire, des territoires s'étendant des Amériques aux Philippines, tous tenus par la volonté de faire de la couronne espagnole. Un prince fou aurait pu tout bouleverser. Mais il ne s'agissait pas seulement d'empire. Il s'agissait de l'amour d'un père qui se heurtait au devoir d'un roi. Philippe avait tout tenté pour sauver Carlos. Il avait pardonné la violence, ignoré les menaces, attribué chaque outrage à la maladie plutôt qu'au mal. Même maintenant, une partie de lui avait envie de brûler la lettre, de faire comme s'il ne l'avait jamais lue. Le roi réclama des rapports supplémentaires. Ceux-ci dressèrent un tableau de plus en plus accablant. Carlos avait accumulé des armes dans ses appartements. Il avait tenté de soudoyer des gardes pour obtenir des informations sur la sécurité du palais. Plus accablant encore, il avait envoyé des lettres cryptées à des ennemis connus de l'Espagne, testant leur volonté de soutenir un coup d'État. Voilà ce qui rendait le choix de Philippe véritablement douloureux. Il comprenait la rage de son fils. Il savait qu'il avait trahi Carlos en tant que père. Les difformités du garçon, sa folie, et même sa cruauté, tout cela découlait des choix faits par ses ancêtres, de la lignée qu'il avait perpétuée. Chaque os tordu du corps de Carlos était un monument à la fierté des Habsbourg. Philippe commença ses contre-mesures avec une subtilité déchirante. Il assigna de nouveaux serviteurs à Carlos, des hommes loyaux qui rapportaient chaque mot. Il fit discrètement retirer les armes du prince pendant le nettoyage, espérant que Carlos ne s'en apercevrait pas. Il tenta même une dernière fois de joindre son fils, l'invitant à de longues promenades où il parlait d'héritage, de devoir, du poids des couronnes. Carlos réagit avec une paranoïa croissante. Il accusa son père de l'avoir empoisonné,
de lui avoir volé son droit d'aînesse, d'être un tyran ayant perdu le mandat divin. Lors d'un dîner, il déclara devant toute la cour que Philippe était inapte à gouverner, que l'Espagne avait besoin de 100 jeunes, et non de l'emprise craintive d'un vieil homme. Le silence qui suivit fut assourdissant. La situation internationale rendait tout retard impossible. Les espions de Philippe rapportaient que les cours étrangères observaient, attendant. Si Carlos fuyait l'Espagne, s'il se présentait comme un prince lésé en quête de justice, il trouverait du soutien. Les Français l'utiliseraient contre l'Espagne. Les protestants des Pays-Bas se rallieraient à lui. L'ordre européen, pourtant si soigneusement équilibré, sombrerait dans la guerre. Philippe commença à écrire des lettres, des dizaines, à toutes les grandes cours d'Europe non pas des ordres ni des menaces, mais des explications précises. Il décrivait la maladie de Carlos en termes vagues mais accablants. Il évoquait le fardeau d'un père, le terrible devoir d'un roi. Il préparait le terrain, s'assurant que, lorsqu'il agirait, le monde le comprendrait. La goutte d'eau qui fit déborder le vase survint en janvier 1568. Carlos avait rassemblé ses plus fidèles serviteurs et révélé son plan de fuite dans les jours qui suivaient. Il s'enfuirait d'abord en Italie, puis aux Pays-Bas. On lui avait promis un passage sûr et offert du soutien. Dans sa folie, il croyait sincèrement pouvoir revenir à la tête d'une armée et revendiquer ce qui lui appartenait. L'un de ses serviteurs de confiance était l'espion de Philippe. En quelques heures, le roi savait tout. Cette nuit-là, Philippe fit son choix. Il demanda son armure. Non pas une tenue de cérémonie, mais une véritable armure de combat. Ses conseillers étaient perplexes. Il n'y avait aucun ennemi aux portes. Aucune rébellion à réprimer. Mais Philippe savait que l'ennemi était à l'intérieur. L'ennemi était son sang, son échec, son fils. À chaque boucle attachée, Philippe se transformait. Le père mourait à chaque boucle attachée. Restait le roi d'Espagne, défenseur de la foi, protecteur d'un empire qui ne pouvait sombrer dans la folie. Le choix était fait, le devoir plutôt que le sang, le royaume plutôt que le fils. Dans la nuit du 18 janvier 1568, le roi Philippe II demanda son armure, non pas pour partir au combat, mais pour parcourir un couloir silencieux du palais et affronter son propre enfant. Un médecin se pencha près de la porte de la prison et entendit le prince marmonner. Il dit, « Je pourris et on me laisse pourrir. » 6 mois s'étaient écoulés depuis son arrestation. Carlos avait été transféré dans une chambre dans la tour, techniquement confortable et meublée comme un prince, mais néanmoins une prison. Les fenêtres étaient barrées. La porte était verrouillée de l'extérieur, et lentement, méthodiquement, l'héritier du trône d'Espagne se décomposait encore vivant. Le déclin physique était terrifiant. Sans exercice, le corps déjà affaibli de Carlos commençait à s'atrophier. Sa jambe plus courte, ne supportant plus de poids, se flétrissait davantage. Des escarres apparaissaient là où sa colonne vertébrale tordue appuyait contre le matelas, mais le déclin le plus dévastateur était mental. L'isolement alimentait sa paranoïa jusqu'à ce que la réalité elle-même devienne négociable. Il discutait avec des visiteurs invisibles. Des serviteurs apportant de la nourriture rapportaient qu'il préparait des couverts pour des absents, sa mère décédée, d'anciens rois d'Espagne, parfois même des versions de lui-même. Il s'enrageait contre ces fantômes, les suppliait, dirigeait des réunions entières du conseil dans le vide. L'odeur devint insupportable. Carlos refusa de se laver, convaincu que l'eau était empoisonnée. Son pot de chambre resta inutilisé pendant des jours, persuadé que des serviteurs lui volaient ses excréments pour la magie noire. Des plaies sur son cuir chevelu, peut-être dues à son ancienne blessure à la tête, peut-être à la négligence, suintaient constamment. L'odeur de décomposition précédait chaque visiteur de plusieurs mètres. Mais voici le plus terrifiant. Philippe savait. Le roi recevait des rapports quotidiens sur l'état de santé de son fils. Il lisait des récits de plaies purulentes, de conversations enflammées avec des fantômes, de la transformation progressive d'un prince en quelque chose de presque humain, et il ne faisait rien. Aucun médecin ne fut envoyé, aucun traitement autorisé. Carlos était laissé pourrir, comme il le prétendait.
Les moments de lucidité du prince étaient peut-être pires que sa folie. Il réalisait soudain où il était, ce qui lui arrivait. Dans ces moments-là, il écrivait des lettres frénétiques à son père, alternant entre implorations de pardon et menaces. Philippe gardait chaque lettre, mais ne répondait jamais. Le silence était plus cruel que n'importe quelle torture. Sa peau pendait sur ses os déformés comme un tissu mal ajusté. Les domestiques rapportaient qu'il se traînait sur le sol plutôt que de demander de l'aide, laissant des traces de sang provenant des plaies sur ses genoux. Son orgueil, même dans la folie, ne lui permettait pas de montrer sa faiblesse. Il développa une obsession pour la glace. Durant l'été espagnol étouffant, il réclamait des seaux d'eau glacée. Il en buvait d'énormes quantités, puis versait le reste sur sa tête fiévreuse. Les médecins, qui n'étaient pas autorisés à le soigner, ont supposé qu'il essayait de calmer le feu dans son cerveau, de geler la folie qui le consumait. Le 24 juillet 1568, un serviteur le trouva inconscient dans une mare d'eau glacée. Ses lèvres étaient bleues, sa respiration à peine perceptible. Ils le portèrent jusqu'à son lit. Il pesait si peu qu'un seul homme pouvait le soulever. Pendant des heures, il oscilla entre la vie et la mort, marmonnant dans des langues qu'il n'avait jamais parlées, appelant des personnes disparues depuis longtemps. Puis, avec une clarté stupéfiante, il ouvrit les yeux et prononça ces derniers mots cohérents. « Dis à mon père que je lui pardonne. » Était-ce un pardon sincère ou la vengeance la plus cruelle qui soit, forçant Philippe à vivre avec cette miséricorde? Personne ne pouvait le dire. Quelques heures plus tard, Don Carlos d'Espagne mourut. Il avait 23 ans. La cause officielle fut une maladie naturelle. Aucune mention de son emprisonnement, ni des mois de délabrement qu'il avait subis. Le prince était simplement tombé malade et était mort, comme cela arrivait parfois. La fiction élaborée avait commencé avant même que son corps ne soit froid. Quelques heures après sa mort, des serviteurs apparurent avec des ordres très précis. Tous les portraits de Carlos furent retirés des murs du palais. Ses effets personnels furent rassemblés et brûlés. Les lettres le mentionnant furent rassemblées et détruites. Les scribes travaillèrent toute la nuit, éditant soigneusement les archives judiciaires afin de minimiser sa présence. L'héritier du trône d'Espagne était effacé de l'histoire alors que son corps était encore chaud. Son corps lâchait. Son esprit avait disparu, et son père ignorait tout. Carlos était sur le point de mourir, mais la mort, il s'avéra, ne serait pas son humiliation ultime. Le dernier acte de violence de la couronne à son égard serait un silence total. Nous revenons maintenant à cette froide nuit de janvier. Mais vous comprenez désormais le poids de chaque pas, de chaque respiration dans cette pièce. Lorsque Philippe se tenait sur le seuil, en armure complète, il n'arrêtait pas seulement un fils rebelle. Il mettait fin à une tragédie écrite dans le sang et les os depuis le début. L'arrestation elle-même fut rapide, brutale. Carlos n'opposa aucune résistance. Peut-être n'y parvenait-il pas. Peut-être avait-il compris l'inutilité de ses efforts. Tandis que les gardes lui attachaient les mains, il regarda son père une dernière fois. Certains témoins affirmèrent qu'il souriait. D'autres dirent qu'il pleurait. La vérité mourut avec lui dans cette chambre de la tour 6 mois plus tard. Mais la véritable violence survint après sa mort. Les scribes de Philippe travaillèrent avec l'efficacité d'une inquisition, mais leur cible n'était pas l'hérésie. C'était la mémoire elle-même. En quelques semaines, c'était comme si Don Carlos n'avait jamais existé. Les ambassadeurs qui s'enquéraient du prince se heurtaient à des regards vides. Les archives judiciaires passaient de 1544 à 1569, comme si les années de sa vie n'étaient qu'un espace vide. Les funérailles furent un chef-d'œuvre d'effacement, sans grande cérémonie ni exposition. Carlos fut enterré rapidement, discrètement, avec le strict minimum requis pour un prince. Sa tombe ne portait aucune inscription, si ce n'est son nom et les dates. Même mort, il reçut juste assez de reconnaissance pour éviter le scandale, mais pas assez pour qu'on se souvienne de lui. Philippe ordonna que toute la correspondance concernant Carlos soit brûlée. Les portraits furent non seulement retirés, mais détruits, les toiles découpées et utilisées comme combustible.
Les domestiques qui avaient accompagné le prince furent réaffectés à des postes éloignés ou mis à la retraite avec l'ordre strict de ne jamais parler de leur service. La chambre de la tour où il mourut fut scellée et laissée à l'abandon. Les histoires officielles écrites sous le règne de Philippe omettent complètement Carlos, ou le mentionnent en passant comme un prince malade mort jeune. Aucune mention de l'arrestation, de l'emprisonnement, de la terrible déchéance. Et certainement aucune reconnaissance du rôle d'un père dans la destruction de son fils. Philippe avait commis le meurtre parfait, non pas d'un corps, mais d'une histoire. Mais on ne peut pas tuer une histoire. Pas vraiment. 2 siècles plus tard, le prince oublié commença à refaire surface. Non pas dans les histoires espagnoles encore soigneusement contrôlées, mais dans les écrits des ennemis de l'Espagne. Friedrich Schiller, le dramaturge allemand, découvrit des fragments du récit de Carlos et y vit non pas un prince fou, mais un héros romantique écrasé par la tyrannie. Sa pièce dont Carlos transforma le prince pervers et cruel en symbole de l'idéalisme juvénile, anéanti par l'âge autoritaire. Giuseppe Verdi s'empara de la fiction de Schiller et la mit en musique. Dans son opéra, Carlos devient un amant tragique, noble et condamné. Le monstre qui faisait manger du cuir aux cordonniers, qui rôtissait des lapins vivants, qui planifiait le parricide, tout cela a disparu. À sa place se tenait un martyr romantique, victime de la nécessité politique et d'un destin cruel. L'ironie est parfaite. Philippe a remporté toutes les batailles. Il a préservé son empire, contrôlé le récit, effacé son fils honteux de l'histoire. Mais ce faisant, il a créé un vide que les artistes ont comblé avec leur propre version. Le vrai Carlos, déformé physiquement et mentalement, fut oublié. Le Carlos fictif, beau et tragique, devint immortel. Aujourd'hui encore, dans les opéras du monde entier, le public pleure tandis que les voix de ténors s'élèvent dans les airs de Verdi. Il pleure un prince qui n'a jamais existé, tandis que le véritable Don Carlos, l'enfant roi rongé de l'intérieur par son propre sang empoisonné, demeure profondément oublié. Le roi Philippe remporta la bataille pour le trône. Il réduisit son fils au silence et effaça son nom. Mais finalement, l'histoire de Don Carlos, l'enfant roi rongé de l'intérieur, refusa de tomber dans l'oubli.